Nous avons voulu cette semaine donner la parole à une minorité agréable et intéressante, les poulpistes. Cette façon d'appréhender la maladie, le handicap, c'est ma façon de le faire. Ça ne veut pas dire que c'est la façon que tout le monde devrait avoir de gérer ces choses-là, mais c'est la mienne et c'est aussi celle d'autres personnes qui sont malades ou handicapées. Et ce qui est important, c'est de la communication et c'est de respecter les souhaits de chacun et de chacune. See, that's my third part. That's my bipolar shit, nigga. What? That's my superpower, nigga. Ain't no disability. I'm a superhero. I'm a superhero. Ça nous amène assez gentiment vers la dernière partie, parce que justement, en fait, ça pose la question, tu parles de valeur, tu parles d'engagement, pourquoi on s'engage. Moi, je n'ai pas été accompagné, j'ai envie de rendre l'appareil, parce qu'à un moment, je me suis débrouillé, mais j'ai trouvé des pairs et j'ai trouvé des personnes qui m'ont peut-être tendu la main, ou en tout cas qui m'ont permis de trouver une solution. La question, en fait, elle est là, mais pourquoi on se lance dans un engagement pareil? Pourquoi on aurait envie tant d'accompagner euh, son prochain? Si je devais te lancer là-dessus, Julia, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui fait que, en fait, on devient père? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on se donne tant de mal, en fait? Oui, en fait. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on... On Parce qu'on pourrait est être vieux. tranquille chez nous et non. Bien sûr. Et non, on donne du temps aux autres. Déjà, moi, je trouve ça me rassure. Ça me rassure sur l'humanité. Sur de me dire, bon, si déjà entre personnes handicapées, on arrive à s'aider, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais pourquoi on s'engage? Parce que je pense que dans le handicap, on a terriblement, on y revient toujours, hein, mais terriblement besoin de reconnaissance. Et qu'on est sans arrêt confronté à ce qui manque et au fait qu'on n'est pas comme il faut. Et donc, pour ne pas sombrer, je pense, dans je ne suis pas comme il faut. La seule solution, c'est d'aider les autres et de rendre aux autres. Rendre aux autres et éviter qu'ils passent dans les mêmes impasses dans lesquelles on est passé nous. Et puis parce que, en fait, et on l'a déjà dit, mais c'est valorisant. C'est valorisant de, pour une fois, moi je me souviens, j'ai fait tout mon parcours en milieu ordinaire et je ne voulais pas avoir d'amis handicapés. Vraiment, je ne voulais pas. Et parce que je n'étais pas handicapée. Et puis, vers 21 ans, j'ai rencontré un de mes amis qui est devenu un de mes grands amis, Mathieu, et qui a une paralysie cérébrale aussi, et qui a plus de difficultés que moi et qui ne peut pas manger seul. Et un jour, sur un colloque, j'ai dû m'aider à manger. Et en fait, je me disais, mais tu ne peux pas savoir à quel point ce moment me fait du bien. Je suis tellement heureuse de t'aider et de le faire, bien sûr en rigolant aussi, et voir deux personnes handicapées en train de s'aider à manger concrètement. C'était assez drôle du dehors et on en a mis de partout. Mais c'était simple et c'était le fait de pouvoir être naturel, en fait, de pouvoir, parce que dans ma vie un peu ordinaire, on est sans cesse quand même en train de se cacher. Dire, non, mais je suis pas vraiment handicapée, vraiment, j'arrive à faire à peu près comme les autres. Et donc, c'est une telle tension
tout le temps de pas faire tâche, que là, se retrouver avec les autres, avec d'autres situations de handicap, d'autres pathologies, c'est juste relâcher, quoi, et dire c'est ok. En fait, c'est du coup s'autoriser. C'est vraiment ça, je crois, moi, que dans l'accompagnement que je fais pour les pères aidants et ceux qui viennent les pères aidants, c'est leur dire autoriser les autres à être comme ils sont et à baisser la garde un peu parce que vous êtes tous pas sur un bon pied. Enfin, je veux dire, vous avez tous un problème. Donc, autorisez-vous à lâcher. Et en fait, je crois que, en tout cas, moi, c'est pour ça que je travaille dans ça et que j'aide les pères aidants, les pères aidés, tout le monde de se dire, c'est ok. En fait, c'est ok. Et en fait, on n'est plus dans une recherche de performance, on est dans une recherche d'être le plus fidèle à soi-même possible. Et du coup, on oublie les progrès, les machins, les normes. On s'en fout. On est qui on est et par là même, on aide les autres. On n'a pas à se forcer à notre expérience toute simple peut aider les autres. Et donc, on n'a pas grand-chose à faire. On a juste à se reconnaître soi-même et à laisser tomber ces trucs de carapace de si, je veux être comme les autres. Non, c'est ok. On se découvre soi-même, du coup, quand on devient père, c'est ça aussi, ou en tout cas quand on décide de partager son expérience. Est-ce que, en fait, les valides, ils peuvent rien comprendre? On ne peut pas être nous-mêmes avec eux, c'est ça? Je pense qu'ils peuvent comprendre. Les bons comprennent. Ceux qui sont un peu handicapés dans leur tête comprennent. Non, je pense bien sûr que je pense que, mais c'est pas que lié au handicap, c'est que effectivement, on est plus ou moins sensible à des questions, à des caractères, et quand même, effectivement, quand même, je pense que il y a des choses sur lesquelles les valides sont très gentils, mais il y a un moment, ils sont bien en peine d'expliquer ce que ça fait d'être regardé à chaque fois qu'on descend dans la rue, parce qu'en fait, ils ne vivent pas ça. Mais par contre, ils peuvent. Moi, je défends le fait que souvent, on entend il n'y a que les handicapés qui peuvent parler du handicap. Non, il y a les handicapés, il y a les professionnels, il y a les parents, il y a les aidants, parce qu'on co-construit un savoir et que c'est qu'ensemble qu'on pourra arriver à quelque chose d'un peu de complet, parce qu'on vit tous cette réalité, mais d'un endroit différent. Alicia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce point de savoir pourquoi on devient père et qu'est-ce qui motive à devenir père? Je pense que c'est un peu comme disait Julia, comme disait Claudie, c'est-à-dire qu'on devient père un peu par la force des choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, forcément, on est amené à être questionné par des gens qui rencontrent des potentialités, des difficultés similaires. Donc voilà, si on est gentil, si on est sympa, on va répondre aux questions. Voilà, un peu en mode amical, etc. Et puis, on va s'investir à la hauteur de ce qu'on veut et de ce qu'on peut faire. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant dans cette relation, c'est effectivement ton travail qui est de révéler ses compétences, de révéler sur soi, de travailler sur son propre handicap, parfois on parlait d'estime de soi tout à l'heure, oui, d'être fier aussi du parcours qu'on a eu, qu'on a traversé, parce qu'on se dit, mais finalement, c'est des difficultés que moi j'ai réussi à surmonter, c'était pas si facile que ça, et je m'en rends compte maintenant. Donc, je pense que ce travail-là qui est motivant et qui est intéressant. Après, d'un point de vue plus personnel, moi je vois plus
je vais faire accompagnement comme un passage. Voilà, c'est-à-dire que à certains moments, on va être père accompagnant pendant une durée, et puis après, bah, ça va révéler en nous d'autres compétences, d'autres envies, d'autres intérêts pour des sujets beaucoup plus spécifiques. On va s'apercevoir que, ah tiens, ça nous plaît plus d'accompagner des gens sur telle ou telle question, je sais pas, sur la vie affective, sur l'autonomie, sur plein de choses. Et puis sur d'autres aspects, bon, on aura des réponses, mais ce sera un petit peu moins riche, un peu moins percutant. Donc ça nous permet aussi à nous d'avancer. Et puis, mais c'est un cycle en fait. Il faut voir ça comme un cycle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont prendre peut-être exemple sur nous, et puis qui vont à leur tour faire accompagner. Mais ça n'empêche qu'à côté, ils auront besoin aussi d'avoir leurs activités, etc. Et c'est pour ça que, du coup, ça rejoint un peu la question du statut qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que, il faut arriver à trouver un intérêt personnel et puis un fonctionnement qui correspond, en fait. Pour avoir aussi à côté ces activités et ce qui nous fait du bien aussi, pour continuer à avancer dans notre chemin. Parce que si nous, on est bloqué d'un côté, si on se sent contraint, je pense que c'est très difficile d'aider quelqu'un positivement. Et il me semble que pour être père aidant, il faut être très fort aussi moralement et très positif, quand même. En tout cas, il faut essayer de garder le moral, de garder la foi, comme on dit, mais c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça il faut réguler, en fait, son degré d'investissement. Mais sur les bénéfices, il y en a plein. C'est de la relation humaine, donc c'est la loterie, quoi. Tu vois. Thierry, c'est toi, tu disais que tu t'es intéressé au sujet dans les années 90, au moment de ton accident aussi. Tu t'es dit, ah, mais pardon? Pas d'accident. Ah, pardon, excuse-moi, oui. Non, pas grave. Je me suis un peu, je me suis un peu avancé, j'avoue. Non, mais pas de souci. Euh, ouais, tu te Voilà. disais, Mais, tu rectifieras, tu mettras un petit coup de blanco et tu me diras il ce qu'il faut. faut dire. Tu t'y es intéressé dans les années 90 parce que du coup, bah, tu as été en contact avec le handicap Alors, à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que du coup, tu te dis, ah ouais, non, mais ah ouais, moi, il faut que je sois père, quoi. alors, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. L'histoire, c'est que dans les années 90, bon, je suis touché par le handicap, j'ai besoin d'aide. Euh, non seulement j'ai besoin d'aide, mais en plus je m'aperçois que de l'aide, j'en ai pas, ou peu, ou très peu, enfin en dehors de l'aide professionnelle dans les centres de rééducation, on va dire dans la vie ordinaire, je me démerde. Beaucoup. Du coup, j'apprends beaucoup et je m'intéresse à bah, est-ce qu'il existe de l'aide, voilà, et je découvre en cherchant autour de la notion d'aide, la notion de bah, pair et de pair émulation. Donc, je me fabrique une culture à partir de là, que j'essaye de m'approprier, pour laquelle je milite et que j'essaye de développer en tant qu'indépendant, en tant que voilà, électron libre. Je passe énormément d'énergie dans ce militantisme sans grand-chose comme résultat, si ce n'est des satisfactions personnelles. Et le temps a passé. Et en fait, j'ai reçu de façon euh, directe et indirecte, j'ai reçu énormément d'aide en fin de compte, ce qui m'a permis de vivre jusqu'ici et de vivre avec bonheur et de rencontrer du monde et d'échanger, d'avoir de l'enthousiasme et de partager des moments avec des handis, beaucoup, avec des valides aussi, enfin voilà, avec la société civile dans son ensemble. Et, euh, et aujourd'hui, avec mon grand âge, j'ai envie de renvoyer quelque chose de l'aide que j'ai reçue. Alors, je suis père d'un enfant, je suis grand-père de deux petits-enfants, je suis père de mes pères à roulettes, je suis père au sens large du terme des personnes handicapées. Et du coup, j'ai envie d'utiliser tout ça et toute cette paternité on va dire, je ne sais pas comment on dit pour père d'ailleurs, enfin, bref, ce statut de père, j'ai envie voilà, de m'en servir pour renvoyer ce que j'ai reçu. Voilà. En fait, j'attends pas grand-chose de ça, si ce n'est
le bonheur de continuer à être, voilà, en passant quelque chose de mon expérience. Alors, j'en ai plus derrière que devant, de choses voilà, à réaliser, mais voilà, l'idée, c'est de renvoyer quelque chose de mon expérience. Ce que tu me dis, ça fait vraiment écho à ce que vient de dire aussi Alicia et Julia. Toi, ça s'inscrit dans un style de vie, en fait. Le fait d'être père, c'est dans une logique de style de vie, de façon que tu as envie d'appréhender la vie. Toi, Alicia, tu parlais de côté positif, ce côté positif d'appréhender la vie. Toi, Julia, tu parlais aussi de ce besoin de reconnaissance, de cette envie du coup d'aborder la vie d'une certaine façon et du coup d'avoir aussi ce truc qui fait que tu trouves un sens. Est-ce que toi, Claudie, tu le verrais aussi comme ça, comme un vrai style de vie en fait? C'est un style de vie père au sens large. Tu te sens comme ça? Euh, Moi, j'ai un parcours assez atypique. J'ai exercé 14 métiers, donc sur cette reconnaissance, en fait, je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Ce qui m'anime, ce qui m'a toujours animée, c'est l'aide à l'autre. Déjà étant plus petite, moi je suis née sur l'île de la Réunion et je m'occupais de mon pépé quand j'étais petite. J'avais 2-3 ans, je lui lavais les pieds. Donc pour moi, voilà, m'occuper d'un aîné, c'était déjà inné. Voilà, c'était déjà dans mes gènes. C'est quelque chose qui, pour moi, était ancré déjà. Ensuite, j'ai évolué, oui, mon parcours d'handicap, mais je continuais aussi à aider les gens, même si j'étais en difficulté, même si j'étais pas bien. Ben, j'ai une personnalité assez, enfin très positive en fait. Déjà à la base, c'est pas mon handicap qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, euh, par déviance sur certaines choses, évidemment. Mais j'ai posé la question à un membre un membre pas accessoire de ma famille, une rapportée, voilà, comment elle me percevait de l'avant, de l'après. Et elle m'a dit, tu n'as jamais changé. Donc, c'est ce qui reflète bien, en fait, sur ma personnalité, où c'est quelque chose que je prends plaisir. Je prends toujours plaisir à aider l'autre. Dans le métier de formatrice, je ne l'avais jamais exercé à mon nom propre, mais pour différentes structures, entreprises. Moi, j'ai évolué sur tous les domaines possibles. Donc, mais parce que c'était pas une instabilité, c'était de l'enrichissement. C'était vraiment apporter plus de richesse, vraiment une fois que je finissais quelque chose, mais j'attendais quand même de produire, d'aller vers autre chose, mais me dire, mais je sais qui je suis déjà, je suis bien construite, enfin pour moi. J'ai pas en fait de gros bobos au final. J'ai toujours su me sortir de choses par mon optimisme, mon dynamisme et mes clés. Parce que j'ai ces clés de résilience qui sont innées chez moi. Donc, c'est de pouvoir apporter tout ça aussi dans la pérédance. C'est ce soutien, toutes ces petites clés qui peuvent faire une ouverture, tout simplement, à quelqu'un qui a des besoins ou quelqu'un qui est déjà en autonomie aussi et qui se dit, bon ben, moi je ferais bien ça aussi, est-ce que je m'en sens capable, est-ce que je m'en sens moins capable? Et c'est toute cette envie-là, ce plaisir, parce que je fais toutes les choses dans le plaisir, quand je peins, quand je fais toutes mes actions. C'est pas monétairement en fait que je le fais. J'ai pas besoin d'une gratification non plus financière. Donc je suis là dans l'amour des autres aussi, dans l'apport. Et puis je décide de quand finalement je dois être rémunérée pour mon entreprise ou pas, parce que l'aide aussi au père, je l'ai beaucoup fait par le soutien, mais tout d'abord c'est par le plaisir. Et ça se voit parce que l'autre, en fait, il y a ce reflet-là, il y a quelque chose qui se passe. Et moi, de voir un sourire chez l'autre, eh ben, voilà, c'est ma plus grande gratification, en fait. Je pense que c'est vraiment un des dénominateurs communs de notre échange, la qualité de ce savoir et ce style de vie qui fait que on échange en fait parce que ça correspond à nos valeurs
et parce que ça correspond en fait à notre style de vie, notre volonté en fait de transmettre et de partager. Je pense qu'il y a vraiment cet enjeu. Jusqu'à où on partage en fait quand on accompagne, c'est-à-dire que il y a un côté très émotionnel. On peut devenir ami, on peut devenir amant, on peut mettre des barrières et partager de pair à pair de façon très classique sans s'engager émotionnellement. On fait quoi dans l'engagement d'un père? On va jusqu'à où? C'est ça qui est très compliqué, c'est que, enfin, c'est là où il faut beaucoup se connaître soi-même. euh, et aussi, moi, je remarque que on est, alors je sais pas si nous-mêmes on est piégés dans ça, moi un peu en tout cas, dans un truc où il y a jusqu'où on va et voilà, qu'est-ce qu'on transmet. Et sur cette question de positiver ton temps. Et on voit bien que moi, j'ai des retours de gens qui me disent, et euh, moi, je suis pas autant souriant. Moi, j'arrive pas à vivre mon handicap. Super, c'est génial. J'ai plein de trucs à partager. Et moi, j'ai envie de voir aussi des gens qui galèrent, qui sont aussi un peu en souffrance dans ce retour, je m'y retrouve beaucoup parce que avant, adolescente et jeune adulte, je voyais la société nous farcir un peu de ces handicapés qui ont vachement réussi, qui font du sport, qui rigolent tout le temps et tout. Et en fait, moi, je m'y retrouvais pas du tout. J'étais, mais en fait, moi, j'ai pas envie de voir des gens qui réussissent. Moi, j'ai envie de voir des gens qui galèrent et qui, comme moi, ne trouvent pas le sens et trouvent que c'est injuste. Et donc, ça, c'est comment on arrive aussi en tant que père aidant, et ben, à être vrai aussi et à dire, bah ouais, en fait, c'est compliqué. En fait, c'est pas tous les jours rose, mais du coup, c'est une véritable mise à nu aussi de jusqu'où on va dans l'intimité et, euh, et qu'est-ce qui. On est déjà tellement dépossédé par le médical de son corps, qu'il faut laisser à plein de mains différentes pour se faire soigner, tout ça, que du coup, la question vraiment, c'est qu'est-ce que j'ai envie qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce que je peux garder secret dans ce vécu parce que ça m'appartient et que j'ai pas envie de me laisser et que moi j'en le vois beaucoup sur les cours à la fac où les gens posent des questions hyper personnelles et alors c'est dur de rencontrer quelqu'un mais euh, en fait, est-ce que et du coup, ça revient à la question du handicap de est-ce que je peux dire non? Est-ce que je peux dire non en tant qu'handicapé et en tant que père aidante? Est-ce qu'à un moment, je peux poser des limites et dire non, là, j'y vais pas. Et c'est très compliqué. Je sais pas si c'est arrivé à un essai à Thierry avec le B, mais je trouve que c'est poser des limites, c'est très compliqué. Ouais. Mm. Ouais, je trouve qu'on est facilement identifié comme un puissant fond de témoignages et d'expertise. Et effectivement, et c'est drôle parce que la semaine dernière, j'ai un ami qui m'a appelé et qui me disait mais moi, je suis un peu partagée parce que mon métier, c'est l'audiovisuel. Et en même temps, je suis vraiment engagée dans l'associatif. Mais est-ce que être handicapé et travailler dans le handicap, c'est pas un peu trop chiant? Donc je disais que bah oui, alors ça dépend de quel côté on se place, que tout est question de dosage, etc. Mais effectivement, c'est important de poser des limites et de se voilà, à la manière d'un CV, il faut vraiment poser et cadrer ces domaines d'expertise en disant, bah, voilà, moi je peux intervenir sur telle ou telle thématique, sur telle ou telle casquette, mais je choisis d'engager
Mon expérience personnelle ou pas, je me réserve le droit de dire non au dernier moment. Parce que effectivement, je pense que ouais, ça s'est vu hein, parfois lors des colloques, etc. Où des fois il y a eu des petits dérapages, on pose des questions, on pose des questions, on pose des questions, et puis des fois on en vient même à, tu vois, à poser des questions sur les votre vie sexuelle, ça vraiment. Bon, je caricature un peu, mais un peu. Et c'est vrai que c'est assez gênant et au final, on peut pas aller jusque-là, quoi. Ou alors, sauf si c'est une intervention cadrée et spécifique sur le sujet, mais ouais, les pères accompagnants ont peut-être aussi besoin d'être accompagnés aussi dans leur profession. On va refaire une table ronde sur le sujet. Avant d'aller sur ce sujet, Claudie ou Thierry, vous le voyez comment, cette thématique de se dire, bon, voilà, qu'est-ce que c'est que, jusqu'à où je vais quand je suis père accompagnement? Est-ce que je suis son pote? Est-ce qu'on peut tomber amoureux? Est-ce que, on est simple Tout, professionnel? Ouais, tout est Alors, possible. ouais, tout est possible. Et Hein, toi, Thierry? Thierry, peut-être. Vas-y. ouais, non, moi, juste ce que je voulais dire, c'est qu'on a toujours, à partir du moment où on a un canal possible de communication avec l'autre, on a toujours le loisir de dire non. Mm. Ouais. Voilà. Il n'y a rien qui puisse nous empêcher Mhm. de dire non à tout moment. Voilà. Et donc, créer des limites euh, du moment qu'il y a un canal de communication. Là, ça interroge quand même les personnes handicapées, polyhandicapées, grandement dépendantes, qui n'ont pas forcément une parole ou moi, j'ai beaucoup côtoyé les grands Consentement? brûlés, Ouais. par Ouais. exemple, qui n'avaient pas les codes du visage, les codes ouais, beaucoup des codes de communication de Non-verbal? l'apparence Ouais. et dont le délit de sale gueule était déjà suffisant à bloquer une communication. Et du coup, le fait de, enfin eux, ils avaient même pas le problème puisque ils avaient des tellement sales gueules que du coup, on cherchait même pas à rentrer dans une discussion avec eux. Mais quand il y a discussion possible, oui, on a toujours le moyen de dire non ou de ne pas répondre au moins si on ne dit pas non. Oui, c'est gérer son émotionnel à ce moment-là, d'avoir tout ce détachement de par son parcours aussi, hein, mais on peut tomber voilà, sur des phrases où on va rentrer dans l'intimité et je pense que c'est propre à la personne, c'est propre au père en fait, de vouloir répondre ou pas. Par contre, il faut qu'il se positionne dans quelque chose d'honnête. Euh, d'authenticité avec lui-même pour être authentique aussi avec l'autre. On ne va pas lui répondre parce qu'il a besoin d'une réponse ou pour lui faire plaisir, surtout pas. Enfin, pour moi, c'est mon ressenti, mais il faut faire les choses en posant des mots. Et en posant des mots sur les mots de l'autre, ça peut aussi l'aider à reverbaliser peut-être reformuler aussi ses demandes en créant lui aussi ses limites au final parce qu'on lui aura peut-être interdit aussi de rentrer dans cette sphère trop intime. Donc oui, c'est se donner toujours l'autorisation de dire non. Je ne vais pas me dévoiler complètement à nu parce que je ne le ferai même pas non plus avec un valide ou toute autre personne qui me demanderait. C'est vraiment, je pense que c'est quelque chose de très personnel, mais c'est quelque chose de lié aussi à l'émotionnel de l'instant. Ça veut dire que si on est un petit peu moins bien juste à ce moment-là, parce que l'heure d'avant, on a vécu quelque chose d'assez pénible, peut-être même la perte de quelqu'un, la perte de son animal, ou peu importe, comme situation en fait qui peut créer une bascule émotionnelle, se dire bon ben ouais, je vais lui dire parce que je vais lâcher ça, mais non, parce que vraiment on n'est plus dans le contrôle non plus, on n'est plus dans s'autoriser à et oui, il faut s'autoriser vraiment à dire, à se positionner sur le oui ou non. Mm. Mais en gardant son authenticité, son intégrité,
c'est ça, en fait, c'est surtout ça qui est important. Je Julia, pense est-ce que tu que veux, ouais, tu veux conclure sur oui. sur ce dernier Oui, point? juste pour revenir sur le nom, je pense que malheureusement, et ben, c'est pas aussi simple je pense que malheureusement, c'est pas aussi simple de se sentir à l'aise avec ce nom. On devrait tous, mais malheureusement, et j'en discutais ce midi avec une amie qui est pas du tout, pour le coup, pas du tout handicapée et qui, dans une autre situation de consultation médicale, a pas osé dire non. Et on voit bien à quel point c'est compliqué ce nom et qu'est-ce qui se joue derrière. Et parce qu'il y a cette... Qu'est-ce que je vais renvoyer à un autre? Est-ce qu'un autre me donne la possibilité de dire non? Est-ce que je me sens assez en confiance pour oser? Et malheureusement, alors là, c'était dans une consultation médicale, là, ça peut être dans un colloque, ça peut être même en relation duel. Le non, ça vient avec l'estime de soi, le sentiment de légitimité. Et malheureusement, c'est deux choses qui, dans le handicap, mais on ne voit pas que, sont très compliquées à mettre en œuvre. Et ce nom n'est pas aussi évident que ça. Après, pour conclure sur la relation d'accompagnement du père aidant je pense que ce qui est en jeu, c'est la question du sens de cette expérience et on voit bien comment, en fait, un handicap, ça vient mettre en exergue des choses complètement universelles qu'on retrouve de partout et que nous tire le film du handicap parce que c'est notre expérience de vie. Mais en fait, ça vient résonner chez tout un chacun ce sentiment de cette recherche de reconnaissance, ce besoin de se reconnaître dans l'autre, d'être aidé. On voit bien que c'est complètement universel et qu'en fait, ça vient du coup, au bout du bout, réinterroger la notion de père, de dire mais en fait, on est tous pères. Et donc, oui, on vit des expériences un peu plus particulières, mais au final, on est tous et toutes à la recherche d'une reconnaissance universelle, et c'est un peu utopique de finir là-dessus, mais de se dire, en fait, il faut dépasser ce truc de handicap valide, on s'en fout quoi, on veut être reconnu comme des personnes, et moi, tout mon jeu dans 20, 30 ans, 40 ans, c'est qu'il y a un accompagnement père aidant entre un valide et un handicapé, entre deux valides, de plus avoir cette barrière-là et d'aller bien au-delà sur je viens pas parce que je veux rencontrer une personne handicapée, je viens parce que je veux rencontrer une personne qui vit la même chose que moi sur ma dimension travail, ma dimension vie familiale ou autre. Et le handicap, c'est plus ce qui nous réunit, c'est un truc parmi d'autres, mais ça va bien au-delà, selon moi. Merci, Julia. Merci pour tous les quatre, en tout cas, pour vos interventions. Je pense qu'on arrive à la fin de cette table ronde, ce marathon, sous les 30 degrés de ce 2 juin 2020. J'espère que vous avez apprécié l'exercice. On a effleuré les sujets, j'imagine. On est quand même rentré quand même dans le vif de certains, et on a pu avoir justement tout l'intérêt de points de vue différents et de façons
de nous accorder sur ce qu'est l'aide et l'accompagnement par les pairs. Je suis heureux parce que je vois que sur certaines thématiques, on est tous assez d'accord, que ce soit de la qualité de ce savoir qui est transmis et cette volonté commune, on va dire, de transmettre une richesse, quelque chose de positif et une volonté de s'engager pour sa communauté ou en tout cas être solidaire. Ce style de vie en soi qu'on choisit nous permet de nous reconnaître. C'est peut-être ça qui fait qu'on se reconnaît, pas tant en tant que personne handicapée, mais peut-être en tant que personne solidaire, en tant que personne qui a envie de partager. Peut-être ce style de vie qui fait qu'on arrive à échanger ou qu'on a envie de devenir père. En tout cas, je vous remercie encore pour ce fourmillement d'énergie et de brainstorm. Je vous dis à la prochaine. Merci Virgile, merci à tous et toutes. Et merci encore. Ciao. Ah, merci. Merci beaucoup. Au revoir.